Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. Voici les principaux titres de l'actualité internationale de ce vendredi 2 mai. Nouveau bain de sang à Gaza, la machine de guerre sioniste frappe sans broncher femmes et enfants à Beit Lahia, Bouraïj, Gaza Centre ou encore Khan Younis. 45 martyrs et une centaine de blessés au 46e jour de la reprise de l'agression sioniste. La stupeur sur un navire appartenant à la flottille de la liberté faisant cap sur Gaza, attaqué sur les eaux territoriales internationales au large de Malte par un tir de drone sioniste. 30 personnes étaient à son bord. Les parlements arabes ont conclave à Alger. Coup d'envoi ce vendredi des travaux de la 38e session du comité exécutif de l'UIPA, la veille d'un 38e congrès de l'Union aux enjeux capitaux. Enfin, au Mali, des partis politiques appuyés par la société civile appellent à une journée de mobilisation générale samedi afin de dire stop aux dérives et excès de la junte au pouvoir à Bamako. « 46e jour depuis la reprise de l'agression sioniste génocidaire sur Gaza. Les morts se comptent par milliers depuis le 18 mars dernier, date à laquelle l'entité sioniste a violé le cessez-le-feu. Le bilan de la journée dépasse les 45 martyrs selon les autorités sanitaires de Gaza. C'est une journée particulièrement sanglante que les Palestiniens de Gaza ont vécue en ce vendredi 2 mai. Un crime abominable commis par l'armée d'occupation à Bouraïj a fait au moins 9 martyrs parmi la famille Abouzina. Ils ont été tués dans un raid aérien ayant ciblé la maison familiale. À noter qu'une autre attaque sur une tente intervenue en fin d'après-midi a fait 3 martyrs. Et au moins 8 martyrs sont tombés alors que plusieurs autres ont été blessés dans un bombardement d'une maison à Jabalia, au nord de la bande de Gaza. Direction Beit Lahia, dans la bande de Gaza où 7 personnes sont tombées en martyrs. C'est en effet là où le drame de la famille Al-Masri s'est produit. 6 de ses membres sont tombés en martyrs, tués par un bombardement de l'armée sioniste sur une tente de deuil dans le quartier de El Menchia, une véritable boucherie à laquelle l'entité sioniste s'est adonnée. L'occupation continue de cibler délibérément des maisons et des tentes de déplacés en commettant des crimes barbares afin de faire le maximum de victimes et tenter d'effacer des familles entières de l'état civil dans un esprit de nettoyage ethnique documenté à chaque fois par des images particulièrement insoutenables. Et puis l'horreur absolue du côté de la ville de Gaza également ce vendredi 2 mai. Au moins 5 martyrs sont tombés dans un bombardement sioniste ayant ciblé cette fois-ci une taquilla de distribution de nourriture dans un contexte de famine extrême qui sévit dans l'ensemble de la bande de Gaza. L'armée d'occupation n'hésite pas à frapper les rares endroits où sont organisées les distributions de nourriture au profit des habitants de Gaza soumis à une véritable guerre de la faim depuis plus de 2 mois. Il s'agit de la 66e attaque sioniste contre des points ou des centres de distribution de nourriture à Gaza. Et ce même esprit de barbarie, la machine de la guerre sioniste ont fait la démonstration à Khan Younis. Au moins 3 Palestiniens, parmi eux un enfant, sont tombés en martyrs. Ils appartenaient tous à la famille Najjar et ont été tués dans une frappe dirigée contre des civils dans la région de Kizan Najjar, à Khan Younis donc. بينه وبينه مسافة 50 متر استشهد قدام عيني
Il se trouvait à 50 mètres de moi lorsqu'il est allé chercher un peu de nourriture et de l'eau. Je l'ai vu mourir de mes propres yeux. Comment peut-on bombarder un petit garçon de 12 ans avec un drone? Comment peut-on faire cela? Il avait 12 ans seulement. Je vous le disais à l'instant, les crimes de l'entité sioniste deviennent de plus en plus transfrontaliers. Une flottille d'aide humanitaire à destination de Gaza avec 30 personnes à son bord a été attaquée par un tir de drone alors qu'elle se trouvait dans les eaux territoriales internationales au large de Malte, comme le montrent ces images filmées sur place. Il convient de rappeler que l'entité sioniste n'en est pas à son coup d'essai en matière d'attaque sur des flottilles de la liberté faisant cap sur Gaza. Mes amis, nous sommes actuellement au large de Malte. Nous sommes à bord du Conscience. Ils ont attaqué notre navire avec des drones il y a peu. L'avant du navire s'est effondré. Nous attendons actuellement à 22,5 km au large de Malte et ils ont attaqué le navire avec des bombes incendiaires. D'ici, je n'appelle particulièrement à Israël. Quoi que vous essayez de faire, vous n'y parviendrez jamais. Je vous propose d'écouter également le témoignage de la militante suédoise en faveur de la cause palestinienne, Greta Thunberg, qui devait justement embarquer sur ce navire. Hier soir, à minuit et demi, un navire transportant de l'aide humanitaire à destination de Gaza a été attaqué par 2 drones dans les eaux internationales au large de Malte. 30 personnes se trouvaient à bord. Cette attaque a provoqué une explosion et des dommages importants au navire, rendant impossible la poursuite de la mission. Ces 30 personnes vont bien, mais la situation reste critique. Je faisais partie du groupe qui devait embarquer aujourd'hui pour poursuivre la traversée vers Gaza, une des nombreuses tentatives visant à ouvrir un couloir humanitaire et à contribuer à la levée du siège illégal imposé par Israël à Gaza. En Cisjordanie occupée, l'Office de secours de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, a averti mercredi que l'éducation de 800 élèves de Al-Quds Est était menacée car les ordres de fermeture de leurs écoles par l'entité sioniste entreront en vigueur dans une semaine. Comme si les bombes, les blocus, les destructions et les souffrances quotidiennes ne suffisaient pas. Voilà maintenant que l'éducation devient une cible. L'entité sioniste franchit un nouveau seuil dans sa politique d'oppression. À Al-Quds Est, ce sont 800 destins qui risquent d'être brisés. 6 écoles gérées par l'UNRWA seront fermées. L'UNRWA tire la sonnette d'alarme. C'est sans précédent. C'est une grave menace pour le droit de ces enfants à l'éducation et c'est très préoccupant. D'autant plus que ces ordres de fermeture sont censés entrer en vigueur le 8 mai, soit dans moins d'une semaine. Les écoles visées sont implantées dans les camps de réfugiés de Shafat, Silwan et Wad el-Djouz. Elles sont bien plus que des bâtiments. Elles sont un refuge, une échappatoire. Face à cette décision, l'Algérie dénonce une atteinte grave aux droits fondamentaux des enfants palestiniens et appelle à une mobilisation internationale. Cette fermeture, qui entraînera la privation de la scolarisation de 800 élèves, constitue pour Israël une violation de ses obligations de respecter l'inviolabilité des locaux des organisations internationales. En Cisjordanie, l'effet des lois touchera principalement l'interdiction qui vont mettre à mort le droit à l'éducation et le droit à la santé. Pour l'Algérie, les 2 lois israéliennes, qui sont ipso facto frappées de nullité, ne pourraient mettre fin de manière unilatérale aux obligations d'Israël, telles qu'elles résultent de l'échange de lettres de 1967. L'occupation ne se contente plus d'arracher les terres, elle arrache aussi les rêves. Le 8 mai, si rien ne sera fait, 800 enfants se réveilleront sans école. Un nouveau chapitre d'injustice écrit sur les ruines de l'enfance des Palestiniens. Restons au Proche-Orient, Syrie, une nouvelle attaque sioniste sur la région de Souaïda a fait 4 martyrs. Une nouvelle agression contre un pays souverain au lendemain d'une attaque qui a ciblé les abords du palais présidentiel à Damas. La présidence syrienne a justement condamné dans les termes les plus forts le bombardement du palais présidentiel hier par l'occupation sioniste. Elle constitue une escalade dangereuse contre les institutions
et la souveraineté de l'État, selon un communiqué de la présidence. Cette attaque répréhensible reflète la poursuite des mouvements imprudents cherchant à déstabiliser le pays et à exacerber les crises sécuritaires. Rappelons que vendredi matin, l'armée sioniste a frappé une zone adjacente au palais présidentiel à Damas. Un responsable syrien a déclaré que la cible se trouvait à environ 100 mètres à l'est du périmètre du palais présidentiel. Ouvrant à présent le dossier africain, les travaux du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe ont débuté ce vendredi au Centre international des conférences à Alger, sous la présidence de Brahim Bourali, président de l'UIPA et président de l'Assemblée populaire nationale algérienne. Le comité exécutif qui se réunit à la veille de la tenue samedi du 38e congrès de l'Union s'attellera à examiner le rapport du secrétaire général de l'UIPA sur les activités du secrétariat général de l'UIPA depuis la 37e session extraordinaire du comité exécutif jusqu'à la tenue de la 38e session. Notre rencontre aujourd'hui dans votre pays, l'Algérie, est une confirmation de notre conviction commune quant à l'importance d'une consultation continue et d'une coordination institutionnelle, ainsi que du développement des mécanismes de travail de l'Union afin d'atteindre ces nobles objectifs et de traduire les aspirations de nos peuples arabes en positions et mesures concrètes et pratiques. Nos réunions se déroulent dans un contexte régional extrêmement complexe où les transformations géopolitiques s'accélèrent et où les défis liés à l'occupation, à l'agression et au déplacement augmentent. La cause palestinienne, avec ses dimensions historiques, humanitaires et politiques, reste au cœur de nos priorités communes. Retour à présent sur la visite du ministre des Affaires étrangères ghanéen en Algérie. L'Algérie et le Ghana ont insisté sur le principe de solution africaine aux problèmes africains et souligné la nécessité de privilégier le dialogue, la réconciliation et les règlements négociés pour résoudre les conflits en Afrique, exprimant leur profonde préoccupation face aux crises sécuritaires et humanitaires persistantes dans la région du Sahel. C'est ce qu'il en ressort du communiqué commun entre l'Algérie et le Ghana ayant sanctionné la visite officielle du ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, effectuée en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Ahmed Attaf du 29 au 30 avril 2025. L'Algérie et le Ghana ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer leur partenariat de longue date et à promouvoir les coopérations dans les secteurs prioritaires. Concernant la question du Sahara occidental, les deux parties ont souligné la nécessité de parvenir à une solution politique reposant sur les décisions du Conseil de sécurité y afférentes, les principes de la Charte des Nations Unies ainsi que l'acte constitutif de l'Union africaine afin de garantir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Algérie toujours, et à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, l'Algérie enregistre une progression significative en gagnant 13 places par rapport à l'année précédente au classement établi par Reporters sans frontières, une amélioration attribuée à des réformes récentes visant à renforcer la liberté de la presse et à une diminution des pressions exercées sur les journalistes, à l'heure où l'Algérie, rappelons-le, fait l'objet de plusieurs campagnes de déstabilisation insidieuse menées depuis l'étranger par des partis hostiles en vue de ternir l'image du pays. Je vous en parlais en titre, le ras-le-bol populaire quant aux agissements et dérives de la junte au pouvoir au Mali s'exprimera dès demain dans la rue. Les partis politiques et organisations de la société civile annoncent en effet une mobilisation générale prévue ce samedi afin de protester contre les politiques des putschistes militaires au pouvoir visant à dissoudre les partis politiques pour s'accaparer du pouvoir et annuler le processus de transition politique en vue de reporter l'organisation des élections. Par rapport aux médias, ils ont également annoncé une journée de mobilisation prévue dimanche 4 mai au milieu d'appels généralisés réitérés pour investir la rue et protester contre les restrictions imposées par le pouvoir
putschiste sur la vie politique et civile au Mali. Les Nations Unies ont mis en garde jeudi contre la situation humanitaire catastrophique au Soudan. En proie, rappelons-le, à un conflit armé, l'ONU a appelé à la fin des hostilités en cours, notamment de la part des forces de soutien rapide. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU fait état de rapports très inquiétants en provenance du Soudan. Nous continuons de recevoir des informations très inquiétantes en provenance de ce pays, principalement de l'État du Darfour Nord. Nos collègues humanitaires nous indiquent qu'au cours des 3 dernières semaines seulement, le nombre confirmé de civils tués au Darfour Nord s'élève à au moins 542. Le bilan réel est bien sûr probablement bien plus élevé, ont averti nos collègues. Les informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires dans l'État de Khartoum sont également extrêmement inquiétantes. Conflit en Ukraine à présent, la Russie et l'Ukraine ont toutes deux fait état jeudi d'une intensification des combats sur le front, notamment dans des régions clés. Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient mené des frappes contre des cibles militaires ukrainiennes au cours des dernières 24 heures. Les attaques ont été concentrées dans les directions de Soumy, Kharkiv, Donetsk ou encore Zaporizhia. De son côté, le général Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a déclaré qu'avril avait été un mois difficile pour les forces ukrainiennes. Il a affirmé que les troupes avaient réussi à maintenir leur ligne défensive, évitant ainsi des pertes importantes et des percées russes sur la ligne de front. Et dans le même sillage, Kiev et Washington apposent enfin leur signature sur l'accord qui scelle l'exploitation des ressources minières ukrainiennes à la suite d'âpres négociations menées par Trump et Zelensky. L'accord prévoit le partage des bénéfices alors que la part revenant aux États-Unis est censée servir à financer la reconstruction de l'Ukraine. Safwan Ben Sabri. Un accord véritablement équitable, c'est ainsi que Volodymyr Zelensky qualifie le nouveau deal signé entre Washington et Kiev concernant les minerais ukrainiens. I understand that's a big deal, very big deal, and I want to thank Howard and Scott for the job you guys did and other things. Plusieurs versions de l'accord ont d'abord été fermement rejetées par Kiev. C'est après d'âpres négociations que les deux pays sont arrivés à un accord acceptable par les deux parties. Un partenariat gagnant-gagnant selon Washington. Le texte de l'accord a considérablement évolué au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui ouvre la voie à des investissements très importants en Ukraine, ainsi qu'à une modernisation significative de la production dont le pays est tout aussi important à la modernisation des pratiques juridiques dans notre pays. Le texte stipule qu'il sera permis aux entreprises américaines un accès à l'extraction de minerais, de pétrole et de gaz en Ukraine et la création d'un fonds d'investissement entre les deux pays. Autre point important, aucune dette de Kiev envers Washington ne sera établie pour les milliards d'aides américaines fournies par les États-Unis à l'Ukraine durant 3 ans, alors que Trump exigeait dans un premier temps que Kiev paye ses dettes. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. L'accord prévoit par ailleurs la création d'un fonds de reconstruction pour investir en Ukraine. En revanche, aucune garantie sécuritaire de la part de Washington. L'accord négocié à la Trump est principalement commercial et économique. La signature du texte ferme une séquence politique où la tension avait été de mise, une tension ayant culminé le 28 février lors de la réception de Zelensky à la Maison-Blanche. Les ressources minières ravivent les tensions également en Afrique, Soudan du Sud, Somalie ou encore la région des Grands Lacs. L'Afrique de l'Est fait l'objet depuis quelque temps d'un véritable plan hégémonique de déstabilisation
à travers une série d'abcès sécuritaires qui menacent d'embraser une région au passage maritime et aux ressources naturelles stratégiques. Les visées expansionnistes des États-Unis version Trump sont de plus en plus claires, menaçant clairement la souveraineté de plusieurs États. Après le Groenland et la bande de Gaza, c'est la Corne de l'Afrique en partant du canal de Suez que la Maison-Blanche envisage comme un moyen de pression diplomatique sur l'Égypte. Une étape cruciale pour faire de l'Afrique une autoroute coloniale sans péage pour l'Occident. Ce n'est pas sans savoir que le canal de Suez représente aujourd'hui la troisième clé stratégique pour les USA. Non pas pour protéger la liberté de navigation, comme signalé dans de nombreux rapports, mais plutôt pour assurer la domination totale sur les flux commerciaux mondiaux, contrôler les ressources des autres et renforcer leur hégémonie militaire et économique. Il est à noter que les États-Unis d'Amérique ont déjà la main mise sur le canal de Panama, qui permet à la flotte américaine de protéger ses intérêts dans 2 océans en un temps record. Et avec le contrôle du détroit d'Ormuz, les USA peuvent ainsi être assurés d'avoir une maîtrise sur le mouvement du pétrole mondial et des routes vers l'Asie. Pour rappel, l'actuel locataire de la Maison-Blanche propose que les navires américains passent gratuitement par le canal de Suez en échange de l'arrêt des frappes contre les Houthis du Yémen. Autrement dit, Trump envisage de négocier des frappes militaires illégales contre des avantages économiques sur un territoire qui n'est même pas américain. Un chantage géopolitique qui ne figure dans aucun manuel de relations internationales. Mais il est motivé par une domination occidentale sur les pays du Sud. Cette situation où cette proposition intervient, notons-le, dans un contexte particulier pour l'Égypte, qui voit sa souveraineté sur l'eau de plus en plus menacée. D'autre part, dans un contexte africain marqué par de grands bouleversements concernant les passages commerciaux et de fait, donc, les stratégies militaires au sein même du continent. Face à cette forme de réel politique, Trump entend bien maintenir son pays en superpuissance hégémonique dans le Sud par tous les moyens, face à des puissances non occidentales de plus en plus agressives en Afrique et dans le Sud global. Devant cette provocation, l'Égypte a naturellement rejeté la proposition de Trump, mettant en avant la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et soulignant la souveraineté nationale concernant le passage par le canal de Suez. Cela dit, pour contenir les appétits féroces de l'administration américaine, le Sud global a besoin de répondre dans une logique de bloc. La solidarité panafricaine, arabe et musulmane est de plus en plus urgente face à des offensives de l'Empire. D'ailleurs, la réponse égyptienne concernant le plan de Trump réservé à Gaza semble mettre en avant cet héritage. Allez, de la technologie pour refermer ce journal. 2 millions d'Algériens sont abonnés au réseau Internet très haut débit en fibre optique désormais, un chiffre révélé récemment par Algérie Télécom à l'occasion de son 22e anniversaire et lors duquel l'opérateur a annoncé le lancement en avant-première africaine de la technologie Wi-Fi 7. À l'occasion de son 22e anniversaire, Algérie Télécom a marqué une avancée majeure dans le domaine des télécommunications en lançant la technologie Wi-Fi 7, une première sur le continent africain. Cette expérience positionne l'Algérie en tête des pays africains en matière de connectivité haut débit. Cette occasion coïncide avec la célébration par Algérie Télécom de son 22e anniversaire au service du pays et des citoyens. L'entreprise n'a cessé de déployer les infrastructures nécessaires pour accompagner les évolutions de l'ère numérique, intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle et impulser une nouvelle dynamique à l'économie nationale. Avec plus de 2 millions d'abonnés en fibre optique, Algérie Télécom confirme son rôle de leader dans la transformation numérique du pays. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour célébrer le franchissement du cap des 2 millions d'abonnés au réseau Internet très haut débit en fibre optique, alors que l'Algérie ne comptait que 53 000 abonnés au début de l'année 2020.
Grâce aux directives du président de la République et à la mise en œuvre de sa stratégie de généralisation de cette technologie, nous avons pu atteindre ce jalon important. Aujourd'hui, nous nous en réjouissons et envisageons d'atteindre d'autres chiffres encore plus ambitieux très prochainement. L'engagement d'Algérie Télécom en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique est reconnu à l'échelle mondiale. Cela témoigne de ses efforts continus pour intégrer l'Algérie à la dynamique de l'économie numérique internationale. Allez, c'est la fin de ce journal. La suite avec l'échiquier international présenté comme chaque soir par Leïla Gertal.